Cette émission a été réalisée par les élèves de 4e du collège Croix-Meunier dans le cadre d'un atelier scolaire. Conçu et animé par Sandra Tillier de Radio Aléo. Le harcèlement scolaire est un phénomène de plus en plus répandu dans les établissements scolaires. Existe-t-il des moyens efficaces pour aider les victimes ? Pour en savoir plus, nous recevons Élodie Poncin, psychologue clinicienne. Bonjour Élodie. Bonjour. Le cyberharcèlement fait entrer la maltraitance scolaire dans toutes les sphères de la vie des victimes. En quoi cela aggrave-t-il le problème et comment s'en protéger ? Alors effectivement, comme tu le dis, maintenant le harcèlement, il s'arrête plus à la porte de l'école, du collège. Il va être à toute heure du jour et de la nuit avec l'écran. Il entre à tous les endroits de la sphère privée. On va dire que c'est un impact encore plus important, puisqu'effectivement aussi ce qui va se passer, c'est qu'il va plus y avoir un seul ou un petit groupe de harceleurs, ça peut être n'importe qui. Ça va vraiment se diffuser. Donc ça va amener les personnes à être sans arrêt, constamment persécutées par des messages, par des alertes on m'a mentionné. Et ça va vraiment infiltrer la vie quotidienne du jeune. Ça va amener ce qu'on appelle aussi un peu des sentiments de paranoïa. Ça veut dire qui c'est qui a vu les messages, qui c'est qui a vu les montages, qui c'est qui a vu les photos. On ne sait pas qui les a vus, ça peut être un nombre impressionnant de personnes, des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on peut croiser dans la rue, donc il peut y avoir vraiment un effet de paranoïa. Et puis c'est vraiment très très déstabilisant d'être insulté par un grand nombre de gens, des gens qu'on ne connaît pas. C'est vraiment très destructeur pour les jeunes. Alors, comment s'en protéger ? Nous, les plus anciens, on va dire, on a eu la chance, je le dirais comme ça, de pas avoir à vivre les réseaux sociaux. Moi, ce que j'observe, c'est que vous avez souvent tous des portables, il y a souvent les réseaux sociaux qui sont très présents. Nous, les adultes, maintenant, on a aussi des portables et des réseaux sociaux, donc on sait que c'est dur, même quand on est adulte et même quand on n'a pas connu ça jeune, de limiter nos temps d'écran. Donc je sais que c'est énormément difficile pour vous d'essayer de limiter, mais vraiment faites attention, il faut vraiment des temps de pause, il faut vraiment se protéger parce que sinon vous êtes constamment bombardés. Et pour les personnes qui sont ciblées par du harcèlement, qui sont constamment bombardées par des messages, être mentionnées, vous voyez. Donc c'est essayer de limiter ces temps d'écran, même si c'est difficile. C'est apprendre à vraiment se sécuriser quand on navigue sur les réseaux sociaux. Ça veut dire avoir des groupes restreints. Ça veut dire bloquer les profils qui ne nous conviennent pas. Ça veut dire aussi ne pas diffuser, et ça vous le savez sans doute, des informations personnelles. Et quand on est victime de harcèlement, c'est essayer de réagir le plus tôt possible. Ne laissez pas traîner les choses parce que quand on laisse traîner, ça s'envenime. Comme tout peut être diffusé très vite, il faut réagir très vite. Ça veut dire essayer d'en parler à des personnes en qui vous avez confiance. Et puis, si vous vous sentez un peu perdu, il existe maintenant des lignes aussi d'écoute pour vous aider au niveau aussi technique. Il existe aussi le 3018 que vous pouvez contacter pour avoir des aides à ce niveau-là. Que conseillez-vous aux jeunes qui ont essayé de parler de leur situation à un adulte, mais qui n'ont pas été écoutés et compris ? Alors effectivement, ça peut arriver en tant qu'adulte. On peut parfois avoir des réponses un peu inadaptées en disant « c'est pas grave, c'est des trucs de gamin, t'as qu'à pas écouter, t'as qu'à ignorer » ou « vas-y, défends-toi ». Donc pour aider, on peut être maladroit. Quand on tombe sur quelqu'un qui est maladroit, faut pas hésiter à aller voir quelqu'un d'autre. Il faut aller chercher de l'aide ailleurs. Donc on peut aller chercher de l'aide auprès, d'une tante, d'un cousin, d'un prof en qui on a confiance. Ça peut être aller voir peut-être l'infirmière. Faut pas hésiter à aller voir d'autres personnes. Une personne peut être maladroite, mais on peut quand même rencontrer quelqu'un qui va pouvoir nous tendre la main. Parfois, on peut se demander si on subit du harcèlement. On peut se dire, ouais, mais peut-être que c'est pas si grave que ça. Donc, essayez quand même d'en parler un petit peu, de voir comment les gens réagissent. Et il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire, non mais attends, ce qui se passe là, c'est pas normal. Donc, il va pouvoir venir vous aider et vous soutenir dans ce que vous allez devoir entreprendre pour faire cesser le harcèlement. On peut se sentir honteux et même coupable d'être victime de harcèlement scolaire. Comment faites-vous pour que les victimes vous racontent tout ce qui leur est arrivé ? Alors, dans un premier temps, l'idée, c'est vraiment d'accueillir les personnes et ces sentiments de honte, ces sentiments de culpabilité, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les situations de harcèlement. Les personnes qui subissent, elles vont toujours se dire « mais c'est de ma faute, sûrement que je le mérite ». Donc là, l'idée, c'est de pouvoir leur dire « en fait, ce que tu vis, c'est normal et ce que tu ressens, c'est tout à fait normal ». Le fait de normaliser les choses, la personne va pouvoir se dire « en fait, je suis pas si folle que ça ». Je suis pas si bizarre que ça, c'est quelque chose qui arrive à d'autres aussi. Le travail, là, c'est vraiment d'accompagner les personnes pour qu'elles puissent se rendre compte que c'est OK ce qu'elles vivent et de les aider à ce qu'elles puissent petit à petit reprendre confiance en elles. Ça va être le gros du travail pour pouvoir avancer dans la reconstruction après du harcèlement.
et après avoir toutes ces idées négatives sur soi, de culpabilité et de honte. On sait qu'il est difficile de parler quand on est victime de harcèlement. Comment réagissez-vous quand des parents vous emmènent de force leurs enfants ? Les parents qui amènent de force leurs enfants chez la psychologue, c'est des choses qui arrivent souvent, pas que pour le harcèlement. Vous serez peut-être d'accord avec moi, mais si on vous force à faire quelque chose, c'est pas là où vous allez vous sentir libre de parler. Donc mon travail, c'est d'abord avec les parents de leur expliquer qu'on ne peut jamais forcer un enfant à parler, que le jeune, il peut, s'il fait confiance, se mettre à parler, mais que d'abord peut-être que les parents, eux, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'être entendus et ils ont besoin d'être accompagnés pour pouvoir aider leur enfant. Et souvent, quand on dit aux jeunes, en fait, toi, t'as pas l'air d'avoir envie de venir, t'as envie de travailler quelque chose. Si on me dit non, j'insiste pas. Et les jeunes, ils voient que comme on force pas, peut-être c'est ok de venir en parler. Donc dans un premier temps, je travaille avec les parents et puis après les jeunes, s'ils se sentent ok, ils peuvent venir travailler avec moi, mais ils peuvent se dire non, je suis pas ok d'en parler pour l'instant et puis ils trouveront d'autres solutions pour se faire aider plus tard. Que ressentent les parents des victimes que vous accueillez ? Pour beaucoup de parents, c'est beaucoup de stress et beaucoup de douleur et de souffrance de se dire mon enfant il est attaqué, mon enfant il est blessé, mon enfant il est touché. Les parents, ils ont souvent envie de réagir, de protéger leur enfant. J'ai parfois quand même des parents qui, quand je parle avec les jeunes et que les jeunes me racontent ce qui se passe, ne mesurent pas à quel point, par contre, c'est grave ce qui est en train de se passer. Parfois, les parents ont déjà essayé des choses, ça n'a pas marché, ils se disent « ça va passer ». Dans le premier cas, quand les parents sont très stressés, c'est vraiment essayer de les rassurer. Parce que si vous n'êtes pas bien et que vous racontez à votre parent que vous n'êtes pas bien et que votre parent est dans un état pas possible, la fois d'après, vous allez vous dire « je vais peut-être pas lui dire parce que là, papa ou maman, ils n'arrivent pas trop à gérer, vaut mieux que je le garde pour moi ». C'est vraiment apprendre aux parents à faire confiance à leur jeune parce qu'on va travailler pour que le jeune il trouve ses réponses par lui-même. Et une fois que le jeune il a ses réponses, s'il est soutenu aussi par ses parents, il va y arriver, il va avoir suffisamment de force. Quand c'est des parents qui minimisent parfois, je les accompagne à prendre conscience du fait que là, leur jeune il va vraiment mal et qu'il va falloir mettre en place des choses pour qu'il soit accompagné. Vous utilisez de nombreuses méthodes pour aider les victimes de harcèlement scolaire. Selon vous, quelles sont les plus efficaces et pourquoi ? Il y a plein de choses, mais dans un premier temps, on va dire que c'est accueillir les jeunes qui puissent se sentir entendus. Parce que dans le harcèlement, ce qui est le plus dur, c'est vraiment de se sentir seul et impuissant. Donc l'idée, c'est de pouvoir être entendu et en sécurité pour parler. Donc c'est accueillir, laisser le jeune exprimer ce qu'il a à dire, l'entendre et le soutenir. Ensuite, il va y avoir tout ce qui va être autour de l'aider à parler, parce que c'est pas évident de parler. Les jeunes ont super honte de dire ce qu'on leur dit, c'est souvent des trucs hyper durs. C'est essayer de les accompagner à pouvoir dire les choses. Donc là, je peux utiliser des jeux qui aident aussi à parler quand on a du mal, parce que c'est pas évident d'être face à un adulte et de raconter ce qui est dur. Je vais aussi utiliser une technique qui s'appelle l'EMDR, donc c'est par le mouvement des yeux. On va désensibiliser ce qui a pu être traumatique et le retraiter pour transformer les idées négatives qu'on a sur soi, je suis nulle, je sers à rien, en je suis quelqu'un de bien, j'ai de la valeur, je mérite. Voilà. Les victimes de harcèlement sont souvent isolées. Avez-vous des astuces pour que vos patients retrouvent confiance en eux et aux autres ? Alors des astuces comme ça serait trop bien, mais non, j'ai pas d'astuces toutes faites. C'est vraiment un travail en fait. On apprend à se reconstruire, à reprendre confiance en soi. C'est essentiel parce que quand on nous a trahis, ça arrive que des fois j'ai des jeunes en fait qui vont commencer à être harcelés par des anciens super copains qui ont changé de groupe et puis qui ont retourné leur veste, et c'est hyper douloureux quand on a fait confiance en quelqu'un et que après ça devient votre harceleur, c'est hyper difficile. Donc j'accompagne vraiment à ce que la personne elle puisse à nouveau avoir confiance en elle et se dire je peux me défendre, je peux trouver des solutions quand c'est difficile. Plus la personne elle va reprendre confiance en elle, plus elle pourra refaire confiance dans les autres personnes, parce qu'elle va pouvoir se dire ok, je vais faire attention maintenant, je vais d'abord vérifier si je peux faire confiance, et puis je suis solide, je peux dire aux autres non mais attends, c'est pas normal ce que tu fais. Voilà, donc c'est réapprendre à se faire confiance, et ça prend quand même un petit peu de temps quand on a vécu des choses difficiles. Les victimes de harcèlement peuvent être amenées à voir la violence comme la seule solution pour se défendre. Est-ce une bonne idée ? Alors je vais pas vous dire que la violence c'est une bonne idée, ça peut paraître la solution parfois la plus simple, mais la violence, de toute façon ça entraînera toujours la violence, donc ça sera jamais la bonne solution. Le travail c'est d'apprendre à sortir déjà de la posture de victime.
Parce que quand on est victime, on va avoir tendance à, même au niveau de sa posture, on va plutôt se replier sur soi. On peut avoir aussi des réactions où soit on n'ose plus parler, on n'ose plus dire de choses, ou on a des réactions un peu disproportionnées. Donc là, l'idée, c'est de réapprendre à se faire confiance et à trouver comment répondre. Donc on s'entraîne un petit peu à de la répartie. C'est-à-dire, on fait des jeux pour s'entraîner à savoir quoi répondre quand on reçoit des insultes, qu'est-ce qu'on peut répondre, comment on peut répondre. C'est vraiment tout un exercice pour apprendre à répondre. Donc je dirais, ce qui est le plus important, c'est de savoir sortir de la posture de victime, relever la tête et apprendre à répondre pour se défendre et pas se laisser faire. Vous recevez beaucoup de victimes de harcèlement scolaire. Pouvez-vous nous raconter quelques situations qu'ont vécues vos patients ? Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais pas pouvoir raconter en détail ce que me racontent les personnes, par souci de confidentialité. Mais ce que je peux vous dire, c'est que voilà, ça commence tout le temps de la même façon, par une phase de test. Il y a une personne qui commence à harceler, qui va commencer à faire des brimades, à des insultes, et qui teste un petit peu comment le jeune réagit. Donc, si le jeune réagit de façon disproportionnée, soit en s'écroulant en pleurs, soit en ne sachant pas quoi dire, soit en criant... Là, le jeune se dit, tiens, c'est chouette, ça a l'air marrant, je vais avoir du pouvoir sur cette personne, donc je vais continuer. Et voilà, et c'est là que se met en place le harcèlement. Ça peut être des insultes, ça peut être mis de côté, ça peut être dès que tu ouvres la bouche, on te dit ta gueule, enfin voilà, des choses vraiment très dures. Quand c'est à l'école primaire, j'ai envie de dire, c'est un peu plus démonstratif et souvent les jeunes, ils vont voir la maîtresse et le maître. Donc c'est pour ça qu'il y a, dans les statistiques, il y a plus de jeunes qui seraient harcelés à l'école primaire. Mais en fait, c'est surtout qu'au collège, ça devient un peu plus sournois. Les jeunes, ils sont plus entraînés, ils essayent d'esquiver les profs. Donc ils font ça dans les recoins, dans les toilettes. J'ai pas mal de jeunes qui sont embêtés dans les toilettes et puis ça va être dans les recoins de la cour et évidemment sur les réseaux sociaux, ça qui est hors contrôle des adultes. Le harcèlement provoque de nombreuses séquelles sur les victimes. Pouvez-vous nous expliquer lesquelles ? Les séquelles, je vais parler en termes de croyances sur soi, donc de croyances négatives. Ce que ça va développer, le harcèlement, c'est 2 grands types d'idées négatives sur soi. Ça va être les idées négatives sur soi d'estime de soi, c'est-à-dire je suis nul, je mérite que ça, je suis bon à rien, je sers à rien. Et tout ce qui est autour de la thématique de la sécurité. Ça veut dire je suis en danger, je ne suis pas en sécurité. Et ça amène beaucoup de séquelles autour de ce qui va être de l'anxiété, de la dépression. Ce que je vois beaucoup, c'est au bout d'un moment, les jeunes n'ont plus du tout envie d'aller au collège ou à l'école, ça, ce qu'on appelle de la phobie scolaire. Ils vont retourner l'agressivité sur eux-mêmes. Ça peut être, vous connaissez sans doute l'automutilation, tout ce qui va être tentative de suicide, et puis des troubles du comportement alimentaire. Ça amène énormément de séquelles et vraiment, avec ces idées, les personnes, elles gardent leurs idées. C'est de ma faute, je suis une victime, je suis nulle. Le harcèlement scolaire peut provoquer des troubles alimentaires. Pouvez-vous nous expliquer le lien entre ce mal-être et la nourriture ? Ce que je disais un petit peu, c'est que quand on pense des choses négatives sur soi, on va avoir tendance à un peu se punir. Donc ça peut être le cas dans les troubles du comportement alimentaire. Dans les troubles du comportement alimentaire, il va y avoir tout ce qui va être dans la privation de nourriture, comme l'anorexie, et tout ce qui va être plutôt dans se remplir, comme la boulimie ou l'hyperphagie. En fait, je vais le dire comme ça paraît un peu étrange, mais les troubles du comportement alimentaire, c'est une espèce de solution au fait qu'on aille mal. Quand on va mal, on est complètement débordé par ses émotions et on va chercher une solution pour se calmer. Ce qu'on a repéré, c'est que quand on se prive de nourriture ou quand on se bourre de nourriture, il va y avoir des hormones plutôt agréables qui vont être relâchées dans le corps et donc qui vont apaiser un petit moment la personne. Du coup, en fait, se priver ou se bourrer, c'est une façon vraiment de s'apaiser. Comme il y en a qui vont s'alcooliser, il y en a qui vont fumer, il y en a qui prennent des médicaments pour se calmer au niveau de leurs émotions, pour se stabiliser, et ça va être une solution. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on installe cette solution, c'est très dur d'en sortir, donc il faut vraiment réagir le plus vite possible quand on observe ça. Essayer de comprendre qu'est-ce qui amène soit vers l'anorexie, soit vers la boulimie. Plus on comprend les causes, plus on essaye de les traiter, plus ça va permettre de stopper ce comportement qui a des graves séquelles après sur la santé à la fois physique et puis psychique. Le harcèlement scolaire peut provoquer un absentéisme répété qui menace la réussite scolaire de l'élève. Comment aider une victime de harcèlement à vaincre la phobie scolaire ? Ça va prendre du temps parce que quand on a très peur, quand on fait une phobie, c'est pas simplement qu'on n'a pas envie d'aller travailler, c'est vraiment qu'on a une trouille bleue. Il y a des jeunes qui font des malaises en arrivant devant le collège, qui sont vraiment très très mal. Donc
on prend le temps. C'est comme un arrêt maladie en fait. Et ça prend du temps pour se reconstruire. Donc tout ce que je vous ai dit, on reprend confiance en soi et on travaille avec les parents, évidemment, et avec les profs, avec l'équipe enseignante pour trouver des aménagements. Et petit à petit, quand le jeune il est OK, on prend quelques heures par-ci, quelques heures par-là pour essayer de reprendre confiance dans le collège. Quand on est témoin d'une situation de harcèlement, il faut du courage pour aider les victimes et beaucoup ne font rien. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Alors ça, c'est un truc très bizarre. Je suis sûre que là, si je posais la question, vous me diriez quasiment tous que si vous voyez quelque chose, vous réagissez. On a fait des expériences comme ça, on demande dans la rue s'il se passe quelque chose, est-ce que vous réagissez ou vous ne faites rien ? Tout le monde quasiment répond oui, je vais faire quelque chose. Et en fait, ce qui est très bizarre, et ça c'est un effet qui est observé par des chercheurs, c'est que plus il y a de témoins, moins on a de chances que les gens interviennent. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un effet spectateur, ça c'est un terme psychosocial, un effet spectateur qui fait qu'il y a une espèce de dilution de la responsabilité. Ça veut dire que plus il y a de monde, plus on se dit « Ah les autres vont réagir », « Oh ils réagissent pas, du coup peut-être que vaut mieux pas réagir ». Donc il y a l'idée, si les autres réagissent pas et que moi je réagis, je vais me mettre un peu en danger, vaut mieux que je reste en retrait. Voilà, ça c'est un effet assez caractéristique. Et en fait, ce qui est très dommage, c'est qu'on a observé que plus les témoins réagissent, plus le harcèlement s'arrête rapidement. C'est très protecteur pour les personnes qui sont harcelées, qu'il y ait quelqu'un qui réagisse. Alors déjà, la personne qui est cible des attaques, elle va se sentir beaucoup moins seule, elle va se sentir plus forte. Et la personne qui attaque, là, elle va être embêtée. Parce qu'en fait, les personnes qui harcèlent, elles cherchent avant tout à être acceptées par le groupe. Et souvent, quand on commence à critiquer, il y a les autres qui vont rigoler, il y a les autres qui vont peut-être encourager. Et donc là, quand on est ado, on a quand même envie de trouver sa place dans le groupe. Et si les autres nous encouragent, on se dit « Ah super, je vais continuer ». Sauf que si les autres commencent à dire « mais dis donc, ça va pas ce que tu fais, mais c'est grave ce que tu fais », là, la personne qui harcèle, elle va devoir dépenser beaucoup d'énergie au niveau de son estime d'elle-même pour essayer de défendre ce qu'elle est en train de faire. Et donc, c'est très coûteux pour la personne qui harcèle s'il y a d'autres personnes qui vont lui dire « Non mais attends, en fait, ce que tu fais, ça va pas ». Alors, c'est pour ça que je vous encourage à vous soutenir aussi entre vous si vous voyez des choses compliquées, vous voyez un copain, une copine, enfin une camarade ou un camarade qui est en difficulté, et si vous vous mettez à plusieurs en disant t'as vu ce qu'il est en train de faire, mais c'est n'importe quoi, tu te rends compte de ce que t'es en train de faire. Et si vous vous mettez à plusieurs et que vous vous interpellez les uns les autres, en fait, on peut plus rester dans son coin. Parce que si moi je vous dis tiens, tu peux m'aider ? Tu vois, tu me regardes, tu vas dire ah oui, elle m'interpelle. Mais si je suis toute seule comme ça et que je dis oh là là, au secours, c'est pas sûr que les gens viennent m'aider. Voilà, donc faut pas hésiter à interpeller. Et ça, c'est vraiment ce qu'on se rend compte, c'est plus les personnes interviennent, plus ça va permettre que le harcèlement s'arrête. Donc les témoins, ils ont une place essentielle dans le processus pour arrêter. Vous recevez des patients de tous les âges. Est-il plus difficile d'aider un adulte qui vient vous parler des souffrances qu'il a vécues en tant qu'enfant ? Si vous voulez, ce qui va se passer, c'est que quand on est adulte, le bon côté des choses, c'est que le harcèlement, il a pris fin puisqu'on n'est plus à l'école ou au collège. Par contre, ce qui est compliqué, c'est que quand les choses, elles n'ont pas été traitées quand on était jeune, elles se sont souvent reproduites. Donc ça veut dire que la personne, elle a vécu plusieurs expériences de harcèlement et donc c'est souvent des personnes qui viennent avec vraiment une faible estime d'elles-mêmes et ça peut se retrouver même dans le travail. Elles vont se retrouver avec des chefs ou des collègues qui vont être pas sympas, elles vont pouvoir être en difficulté. Donc ce que je dirais, c'est que les racines du traumatisme, elles sont plus ancrées, il y en a plus, donc il y a plus de choses à traiter. Mais il n'y a plus cette situation d'insécurité comme on peut l'être quand on est dans la situation. Alors du coup, pour les jeunes qui vivent le harcèlement, ce qui se passe, c'est que les jeunes, il y a moins de racines parce qu'ils sont plus jeunes et que ça peut aller beaucoup plus vite à traiter. Mais il y a cette question de comment on fait dans la réalité pour gérer les situations. Donc il y a à la fois gérer la situation dans la réalité et gérer aussi ce qui s'est passé. Mais une fois qu'on s'y met, ça peut aller très vite pour désactiver ces idées négatives qu'on a sur soi. Quand on est ado, enfant, ça peut aller très vite. Merci à Élodie Poncin, psychologue clinicienne, d'avoir répondu à nos questions sur la manière d'aider une victime de harcèlement scolaire. Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement scolaire, n'hésitez pas à contacter le 3018. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site internet radioaleo.fr. Merci. Cette émission a été réalisée par les élèves de 4e du Collège Croix-Meunier dans le cadre d'un atelier scolaire. Conçue et animée par Sandra Tillier de Radio Aléo.